és un plaer que et diguin i que et demanin que l'hagis de presentar. Per tant, en primera instància dius, està molt bé, però quan hi penses 30 segons més tard dius, ai, d'acord, aleshores jo sé que ara en aquest mateix moment estic com molt nerviosa i us ho he de reconèixer perquè, esclar, estar sentada al costat del professor d'IG és també un altre plaer. Del professor d'IG hi ha moltes coses que se'n poden dir. Des que va començar com a professor de Geografia i Història a la secundària, ja fa molts anys, no en diré quants, però uns quants, per tant té una llarga experiència. Després va començar a entrar en contacte amb el tema de la recerca, la innovació i la investigació-acció mitjançant l'Institut Nacional de Recerca Pedagògiques. Després va estar treballant amb els grups i amb moltíssims mestres. Una vegada em deia que havia estat treballant amb una recerca aproximadament amb uns 1.000 professors simultàniament, cadascú fent la seva investigació. Després ha estat treballant aproximadament uns 12 anys com a professor de didàctica de les ciències socials, geografia, història i ciutadania a la Universitat de Ginebra, on des d'allí va poder tenir l'oportunitat de crear un grup de recerca, també multidisciplinar dins de les ciències socials amb professors de secundària, també ha estat fent formació permanent. He intentat buscar totes les seves publicacions, però eren tantes les pàgines que he pensat que potser no valdria la pena que us digués els centenars d'articles, capítols de llibres, actes de jornades que ha dirigit i que tots estan dins de l'àmbit del temps i l'espai, el tema de nous continguts, el nou currículum, les concepcions dels ensenyants, les pràctiques d'aula directament, les representacions dels alumnes i un llarg etcètera. Podria ara començar a dir títols d'articles, però permeteu-me que em faci una llicència, que potser no faré una presentació a partir d'ara com gaire acadèmica, que és el que he fet fins ara, i que això penso que era relativament fàcil si busques el currículum del professor d'IG, i és que una de les coses que vull, i que permeteu-me que ho faci, és que vull destacar que una de les coses que he après del professor d'IG és que es pot ser coherent, que a vegades això és el que ens costa més. Jo vaig tenir la sort el curs passat d'estar-hi 4 mesos amb la seva universitat i amb el seu equip, i normalment quan ets algú que està començant i llegeixes amb aquestes persones que en saben tant i que són experts, quan llegeixes els articles dius, això m'agrada, jo vull fer el mateix que diuen i ho intentes, no t'acabes d'en sortir, aleshores comences a pensar que potser qui ho ha escrit potser no ho fa, perquè és molt fàcil escriure-ho. Després, quan aquestes persones les coneixes i veus que el que diuen s'assembla molt al que escriuen, penses, bueno, és que parlar davant d'un micròfon és relativament fàcil i dir als altres el que s'ha de fer, doncs és relativament fàcil. Però quan veus que aquesta mateixa persona que ha escrit allò en el que tu consideres que s'hauria de fer, quan l'has sentit i a més el veus a classe, en formació inicial i formació permanent, fent exactament el mateix que diu, que pensa i que escriu, la veritat és que dius, això és possible. I aleshores quan t'omples d'energia i veus que això de la coherència no és gens fàcil, que fer-ho no és gens fàcil, aleshores comences a dir, potser que el que hauria de fer és copiar-lo. Tinc la gran sort que vaig poder veure les seves classes, vaig poder veure la seva última classe de formació inicial i per sort les seves activitats no les té registrades. Per tant, jo tinc tot un diari, tot d'activitats, que li vaig demanar que si les tenia copyright, va cometre l'error de dir-me que no les havia registrat, per tant ara m'estic copiant. I per tant per mi és un gran goig i volia compartir-ho amb vosaltres perquè us passo els apunts, si voleu. Perquè la veritat és que veure com fa la classe i que respon als principis d'alguns dels principis que avui us explicarà, però de tot el que ha anat escrivint en els darrers 40-50 anys, la veritat és que és una gran satisfacció veure aquesta coherència amb una mateixa persona. Només us volia dir això. El professor d'IG hem pogut gaudir d'ell des d'aquests dies amb alguns dels companys que estem aquí, alguns dels estudiants, i hem pogut veure aquesta interrelació, teoria, pràctica, reflexió, que penso que és molt important des dels nostres àmbits. I espero que la conferència que ara ens farà, que ha tingut la delicadesa de que ja veureu que el PowerPoint està en castellà pels companys de Latinoamèrica per fer-lo més fàcil. A més, tenim la traducció en català i ell ho farà en francès, per tant serà multilingüisme. La idea és a veure si ens il·lumina una miqueta, però tinc la sensació que ens plantejarà molts dubtes, moltes preguntes i molts interrogants, que és el que ens hauria d'anar fent avançar al llarg d'aquests dies de recerca, de jornades. Per tant, no m'enrotllo més, perquè ara és el moment del professor d'IG perquè ens il·lumini i ens ensenyi. Gràcies. Muchas gracias. Buona tarda.
Muchas gracias a los organizadores de los jornades de la invitación. Es siempre un gran placer de estar aquí en Barcelona. Pero perdonadme, no habla español, no habla castellano, habla francés y parla en francés. Gracias a los intérpretes. Si jamais pour les interprètes je parle trop vite, vous sortez des cabines et vous me jetez des tomates. Et je tâcherai d'essayer de parler moins vite. Donc nous avons eu déjà quelques réflexions sur les compétences et je fais partie des personnes qui sont dans une certaine interrogation alors que les compétences sont mises en avant, deviennent des références obligatoires pour les curriculums scolaires, pour les évaluations internationales, comme si la référence aux compétences ou l'utilisation des compétences allait régler toute une série de problèmes que rencontrent l'école et les systèmes scolaires ou les systèmes d'éducation et de formation aujourd'hui. Je crois qu'il ne faut surtout pas prendre les compétences comme la nouvelle vulgate qui va créer ces problèmes, mais il faut l'examiner dans son contexte, dans ses possibilités et également dans ses limites. Je vais tenter de le faire en trois parties inégales. Je vais d'abord, étant le premier intervenant de ces journées, plus contextualiser, inscrire les compétences dans un contexte plus général. Et puis, dans un second temps, je vous proposerai rapidement une interprétation de cette arrivée des compétences massives qui me semble transformer très profondément notre rapport au savoir et le rapport de l'école à l'apprentissage et à l'enseignement. Et je terminerai par esquisser quelques réflexions autour de nos propres disciplines scolaires. Les autres intervenants des autres demi-journées, je pense qu'on poursuivront la réflexion de façon plus spécifique sur nos disciplines. La première chose à ne pas oublier, et nous sommes tous intéressés, ou nous sommes tous des praticiens des sciences sociales ici, c'est évidemment le contexte. J'oserais presque dire que la première compétence de quelqu'un qui travaille dans le domaine des sciences sociales, c'est bien de toujours être sensible à cette contextualisation. D'ailleurs, pourquoi les compétences ? Alors, je vous mets quelques éléments rapides sur la diapositive. Vous les connaissez, nous les connaissons tous. Il y a bien derrière cette massification de l'enseignement secondaire une augmentation très très grande de la diversité des élèves, qui est évidemment liée aussi au courant migratoire que toutes nos sociétés connaissent. C'est pas à vous que je vais apprendre que l'Espagne est passée en 30 ans d'un pays d'émigration à un pays d'immigration. Et donc nous avons cette diversité des élèves, mais qui est aussi une diversité sociale, une diversité économique, dimension qu'il ne faut pas oublier. Deuxième idée, c'est la convergence de la manière dont on pense les impératifs de la formation. Je renvoie aux travaux de l'OCDE et aux travaux de l'Union européenne. J'oserais rappeler que l'Union européenne est aujourd'hui l'héritage du marché commun. Et gardons en tête cette idée de marché que je développerai tout à l'heure. Nous avons un nombre croissant d'élèves en difficulté. Là aussi, les statistiques varient, mais 20, 25, 30% d'élèves qui ont du mal à suivre la scolarité telle qu'elle est définie définie par nos autorités scolaires. Et puis, dernier point qu'il ne faut jamais oublier, c'est la question du contrôle des coûts. À partir du moment où il y a de plus en plus d'élèves, c'est lié à la massification de l'éducation secondaire, il faut de plus en plus d'argent. Et nous sommes évidemment dans un monde où les différents besoins, les différentes catégories sociales qui expriment ces besoins sont en compétition pour pouvoir avoir le maximum d'argent public, voire d'argent privé. Et peut-être que là aussi, c'est une des contraintes importantes que nous retrouverons tout à l'heure. Pourquoi les compétences ? Deuxième aspect, je ne serai évidemment pas exhaustif et je reste sur des exemples. Critique des contenus d'enseignement. Ce que j'ai dit tout à l'heure des élèves en difficulté est lié aussi ou conduit
à une certaine critique des savoirs scolaires, des enseignements scolaires. Les disciplines sont trop fragmentées, cela a été rappelé tout à l'heure par un des intervenants. Les élèves, il y a de plus en plus d'élèves qui sont en distance, c'est-à-dire qui n'adhèrent pas au savoir scolaire, au contenu d'enseignement. Là encore, dans toutes les enquêtes, on a 20, 25, 30% d'élèves qui disent s'ennuyer à l'école, que c'est pas intéressant, etc., etc. Et puis également, j'y reviendrai, la multiplication des demandes sociales. C'est-à-dire tous ces savoirs, tous ces domaines d'activité, toutes ces nécessités sociales pour la formation des générations suivantes qui ne sont pas dans l'école et qui frappent à la porte de l'école. Je donnerai des exemples tout à l'heure. Alors voilà un petit dessin qui illustre peut-être certaines tensions qui existent à l'école où nous avons comme objectif, finalité, de transmettre un certain nombre de valeurs. Et voilà une situation de classe que les élèves... Alors évidemment, aucun professeur ne fait jamais cela. Le seul problème, c'est que quand on fait des enquêtes et qu'on interroge les élèves et les anciens élèves, ils racontent des histoires qui ne sont pas très très différentes. Pas tous, évidemment. Alors, le but des transformations vers les compétences, si je fais référence à ces éléments de critique des contenus d'enseignement, elles appellent toute la question du sens. La question du sens des savoirs, alors évidemment le sens pour la société comme j'ai évoqué, mais le sens pour les élèves. D'où l'idée d'avoir des savoirs qui sont plus proches de la vie. Alors c'est quoi la vie? Est-ce que c'est la leur? Mais est-ce qu'on peut considérer les élèves et la jeunesse comme un ensemble cohérent, comme un ensemble unique? J'ai parlé tout à l'heure de diversité. Et c'est évident que la diversité des pratiques culturelles, par exemple, des inscriptions, des attentes, des espoirs de chacun, sont fondamentalement différentes. Mais il y a bien cette idée de rapprocher l'école de la vie. Alors, ce n'est pas nouveau, bien évidemment, mais une insistance beaucoup plus grande. Des savoirs en situation. Là aussi, c'est un concept sur lequel je reviendrai, mais c'est l'idée qu'il ne faut plus avoir des savoirs qui, en quelque sorte, s'enferment dans l'école, qui ne servent qu'à résoudre des problèmes scolaires, vers des savoirs qui seraient plus proches des situations de vie de chacun, et donc des savoirs utiles, des savoirs qui sont orientés vers l'action et la décision que chacun peut prendre dans la vie. Et donc, une des conséquences posées, rêvées, attendues, pas forcément expérimentées ou mises en œuvre, c'est des savoirs qui dépassent les disciplines. Cela aussi a été dit tout à l'heure par certains intervenants. Alors les compétences, rassurez-vous, je ne définirai pas les compétences. C'est un domaine très complexe. Il y a plusieurs origines, les origines qui viennent du monde du travail, des origines qui viennent de la psychologie cognitive, des origines qui viennent des linguistes, avec l'opposition ou la complémentarité performance-compétence. Donc tout ça, ça forme des univers complexes, débattus, et puis on a mis en place, on a introduit massivement cette référence aux compétences. Alors la ligne suivante, elle représente ou elle indique compétences, performance, action, tâche, situation. Et donc on pourrait construire une sorte de réseau conceptuel autour de compétences et qui donne du sens à ce concept de compétences. Alors j'insiste sur le fait que le premier élément qu'il convient d'ajouter ou qu'il convient d'associer avec compétences, c'est le concept de situation. Alors, contexto, situation, nous avons parlé avec Neouch, que je remercie pour la traduction de ces diapositives, de quel mot employer, vous savez bien, traditore, tradutore, mais donc c'est à la fois le contexte et à la fois l'idée de situations qui sont proches des situations de la vie. Et que fait-on, que fait l'individu lorsqu'il est dans une situation donnée? Eh bien, il mobilise des ressources pour faire face à la situation. Lorsque je viens ici depuis Genève, j'ai une situation de voyage qui m'oblige ou qui me contraigne à mobiliser un certain nombre de ressources pour inventer mon itinéraire, savoir comment je vais me déplacer, prendre contact avec les collègues de Barcelone, etc., etc. Et donc c'est cela, c'est mobiliser des ressources. Dans les ressources, il y a des connaissances, il y a des savoirs, mais il y a aussi des savoir-faire, des attitudes, des valeurs. Si ça ne me faisait pas plaisir de venir à Genève, peut-être que je ne ferais pas les mêmes actes
que parce que ça me fait plaisir de venir à Barcelone. Peut-être que je ne ferai pas les mêmes actes, puisque ça me fait plaisir de venir. Donc il y a bien des attitudes, des valeurs, des manières affectives, émotionnelles, qui sont liées à la manière dont nous réglons les situations. Et puis, donc, des savoirs, des savoir-faire, des attitudes. Alors je vais m'arrêter un instant sur une référence plus... excusez-moi, je termine cette question des compétences par une référence sur un document de l'OCDE qui me paraît très significatif de la distance extrêmement grande qu'il y a entre les autorités politiques nationales et internationales dans la manière dont ils vont penser les compétences comme étant utiles pour les systèmes éducatifs, et peut-être la manière dont nous, spécialistes de disciplines scolaires spécifiques, nous allons comprendre et interroger ce concept de compétence. Alors, trois termes, là aussi, qui ont été traduits. Il s'agit bien d'utiliser des outils. Alors, en français, ce sont des outils de manière interactive. Et qu'est-ce qui est donné comme exemple? C'est la langue. Alors, je ne veux pas faire d'interprétation, enfin si, je vais faire une interprétation questionnante. Est-ce que la langue n'est qu'un outil ou est-ce que c'est un véhicule de sens, c'est un véhicule culturel? Bon, dans cette phrase, il est simplement dit un outil de manière interactive ou la technologie, par exemple les nouvelles technologies informatiques, d'interagir entre des groupes hétérogènes et d'agir de manière autonome. Et vous voyez dans ces trois catégories de compétences de base ou de compétences clés, il y a bien cette idée d'une présence dans la société et d'une mobilisation en situation de capacité d'action avec les autres. Et puis, citation dans ce même document, je l'ai ici en français si ça intéresse, de ce même document, citation des ministres de l'éducation de l'OCDE, pas seulement de l'Union européenne. Les compétences se comprennent comme un ensemble de connaissances, de savoirs, d'aptitudes et de valeurs. Vous avez le texte sur la diapo. Alors je vais m'arrêter pour, là encore, prendre de la hauteur par rapport à cette arrivée des compétences, en faisant référence à une recommandation du Parlement européen, qu'on retrouve maintenant citée partout, etc., etc. Et dans cette recommandation, il y a une grosse annexe qui explique chacune de ces compétences. Alors, ce qui est en gras dans toutes les diapositives, c'est mon choix, qu'on soit bien d'accord. Ce n'est pas l'Union européenne qui a choisi de mettre communication en gras. C'est moi qui l'ai fait pour les diapositives. Donc, communication en langue maternelle, vous avez la liste, en langue étrangère, mathématiques, compétences de base et technologiques, scientifiques et technologiques. Culture numérique, apprendre à apprendre, compétences donc interpersonnelles, interculturelles, sociales et civiques. L'esprit d'entreprise. Alors, l'esprit d'entreprise, il ne faut pas le comprendre trop dans nos univers latins. Il ne s'agit pas de fonder des entreprises au sens classique du terme, mais il s'agit d'avoir le goût d'entreprendre, le goût de faire, le goût d'agir, le goût de prendre des initiatives. Voilà, donc c'est un sens, là encore, il ne faut pas trop se tromper. Et sensibilité culturelle. Alors une des questions, à mon avis, majeures pour l'organisation et l'avenir de nos systèmes, c'est bien la relation entre ces compétences qui sont censées organiser les curriculums scolaires et puis les disciplines que nous connaissons. Alors, les trois premières, ce sont à peu près, voire même parfaitement, des disciplines qui sont présentes dans nos écoles. Vous voyez bien que la langue étrangère, les mathématiques et les sciences de la nature, vous trouvez ça dans tous les curriculums de quasiment tous les systèmes éducatifs. Les compétences 4 et 5, qui sont donc les compétences de culture numérique et d'apprendre à apprendre, sont des compétences. Est-ce qu'elles sont dans une discipline, pas dans une discipline? On commence déjà à être plus difficile. Mais il est évident que dans toutes les disciplines, l'ambition de l'enseignant, c'est de rendre les élèves intelligents, et donc c'est de permettre qu'ils apprennent tout seuls. Donc on est bien dans quelque chose qui s'inscrit dans toutes les disciplines. Et la culture numérique, c'est un débat permanent. Est-ce qu'il faut en faire une discipline scolaire au sens traditionnel, ou est-ce que tout le monde, y compris les historiens, les géographes ou les spécialistes d'éducation à la citoyenneté, doivent utiliser l'outil numérique? Là encore, c'est des débats qui existent depuis fort longtemps et un peu partout.
Les compétences 5 et 7, donc effectivement, apprendre à apprendre et esprit d'entreprise, sont des compétences, là encore, discipline, pas discipline. Et puis, les compétences 6, donc interpersonnelles, interculturelles, sociales et civiques, et la sensibilité culturelle, ça nous interroge directement. Mais ça interroge aussi d'autres disciplines. Et on peut se poser la question de savoir si tout ce qui concerne la sensibilité culturelle, c'est pas un petit peu la cerise sur le gâteau. Hein, je ne sais pas si c'est traduisible en catalan, hein, mais c'est la couleur. Vous savez, il y a un film de Wim Wenders, déjà ancien, qui s'appelle Les ailes du désir, et le paradis est en noir et blanc, et le monde, la terre, est en couleur. Et donc, la sensibilité culturelle, c'est ce qui va mettre un peu de couleur dans le fonctionnement des systèmes éducatifs, voire dans les sociétés. Et puis, quand on regarde le curriculum attentivement, eh bien, on voit de nouveaux objets d'apprentissage. C'est ce que je disais tout à l'heure, toutes ces demandes sociales. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on fait? Alors, je prends au curriculum du Québec ou de Suisse romande par exemple, eh bien on va mettre des domaines généraux de formation. Alors vous y voyez le salut et le bien-être, je vous laisse lire la liste, hein, vous savez aussi bien lire que moi, et on pourrait insister et faire une analyse assez longue sur le « et », sur le « y », hein, qui est la « i ». Qu'est-ce que signifient ces associations? Et puis la question fondamentale, c'est où les mettons dans les curriculums? Je dis toujours que si nous mettions toutes les personnes qui pensent qu'il faut que tel ou tel savoir soit présent à l'école, les élèves pourraient être présents à l'école 40 ou 45 heures par jour. Hein, parce que tout le monde, chaque discipline, chaque domaine veut doubler, tripler, quadrupler sa présence. Nous sommes tous totalement insatisfaits des horaires de l'enseignement de l'histoire, de la géographie et de l'éducation à la citoyenneté. Et les autres disciplines, c'est exactement pareil. Donc c'est aussi tout le problème des choix et des modes d'intégration et du sens que ces domaines vont avoir. On trouve la même chose en Suisse romande. Alors pour la Suisse romande, j'ai pris un autre exemple qui ne sont plus les domaines généraux de formation ou les domaines d'apprentissage, mais les capacités transversales. Et là encore, vous voyez le but, essayer de tenir des capacités, là on dit capacités, pas compétences, là aussi les débats sont nombreux, mais essayer de dire il y a des objets, il y a des intentions que les élèves doivent maîtriser, il y a des pratiques, il y a des manières d'être que les élèves doivent maîtriser, et qui n'appartiennent pas à telle ou telle discipline. C'est pas comme le apprendre à apprendre, hein, qui est une compétence plus large. Donc c'est la collaboration, la communication, alors ça doit être partout. Mais comment, là encore, les scolariser? C'est-à-dire comment les introduire à l'école, dans une école qui est organisée d'une certaine manière. Alors que faire? Eh bien, on peut changer les contenus et les dispositifs d'enseignement. On se trouve toujours avec la question du sens. La capacité que les élèves pourraient avoir d'utiliser des savoirs ou des compétences ou des capacités construites dans le cadre scolaire pour les utiliser dans des situations de vie sociale, personnelle ou collective. Et c'est bien ça un des enjeux majeurs. Alors c'est évident que quand on enseigne la langue ou la langue étrangère, on ne l'enseigne pas pour résoudre des problèmes scolaires. On espère que ce sera utile dans le reste de la vie. Mais là encore, on est dans des insistances de plus en plus fortes. Et puis ces savoirs, ils doivent produire des actions au sens de comportements sociaux. L'éducation à la citoyenneté est-elle un apprentissage critique ou est-elle d'abord l'apprentissage des règles de vie ensemble pour que la société soit pacifique et qu'il n'y ait pas trop de problèmes? Alors vous me direz, les deux ne sont pas forcément incompatibles, mais je laisse la question ouverte. Et puis l'idée de partir de l'expérience du sujet. C'est-à-dire que si on veut rapprocher les élèves et les savoirs et ce qui est enseigné, eh bien, on souhaite partir de l'expérience du sujet. Mais là encore, hein, c'est une déclaration très très générale. Qu'est-ce que c'est que l'expérience des élèves? Qu'est-ce que c'est que l'expérience de l'élève dans une classe où il y a 25, 30, 35 élèves? C'est 35 expériences différentes. Et on voit souvent, aussi bien dans le primaire que dans le secondaire, les enseignants s'appuyer sur ce qu'ils croient être
le savoir que les élèves maîtrisent sur la société actuelle, comme si le monde de l'enseignant et le monde des élèves formaient un monde commun. Mais on voit bien quand le chercheur va dans les classes et fait des observations de classe, eh bien que ce que l'enseignant maîtrise du monde actuel, c'est pas du tout ce que maîtrisent les élèves. Je pourrais prendre des exemples. Et on est bien dans la logique de learning by doing. Apprendre en faisant, toutes ces méthodes actives et tout, que je ne mets pas du tout en cause quant à leur légitimité, leur intérêt. Mais là encore, le propos général demande à être pris au sérieux et à être étudié, à être travaillé. Donc il faut introduire la vie, et puis cette question de l'interdisciplinarité. Alors j'ai mis deux petits qualificatifs, l'idée d'interdisciplinarité interne ou externe. J'entends par là le fait d'une interdisciplinarité interne dans le domaine des sciences sociales. Quand on est dans l'interne, toutes les sciences sociales, je reprendrai ça tout à l'heure, étudient les sociétés présentes et passées, et il y a une interdisciplinarité entre l'histoire, la géographie, l'éducation, la citoyenneté, voire la sociologie, l'économie, qui n'est pas du même type d'interdisciplinarité que celle entre l'histoire, la géographie d'un côté, et puis les langues ou les sciences naturelles de l'autre. C'est pour ça que je parle d'interdisciplinarité interne ou externe. Et puis spontanée ou explicite, là aussi c'est intéressant de voir comment les travaux qualifiés d'interdisciplinaires, notamment autour des compétences, sont aujourd'hui plus fréquents à l'école primaire qu'à l'école secondaire, parce qu'il y a plus de souplesse dans la gestion de l'école primaire. Mais qu'est-ce que c'est qu'une interdisciplinarité à l'école primaire quand les élèves n'ont pas été introduits aux disciplines scolaires? C'est-à-dire qu'une interdisciplinarité sans discipline, qu'est-ce que ça signifie? Et elle est souvent plus spontanée qu'explicite. Alors je vais m'arrêter un petit moment sur cette idée de la forme scolaire et de la discipline scolaire. Est-ce que c'est une aide ou un obstacle? Alors, les disciplines scolaires sont des produits historiques. Un petit raisonnement rapide. Les disciplines scolaires sont des produits historiques. Donc, elles peuvent changer. Il n'y a aucune essence, aucune nature dans les disciplines scolaires. Donc, pourquoi est-ce que si on a besoin de les changer, on ne changerait pas à la fois leurs limites, leurs définitions, et on remplacerait certaines qui sont à l'école par d'autres qui semblent plus importantes d'un point de vue de formation des générations futures. Puisque les disciplines construisent et structurent l'enseignement, compte tenu des nouvelles demandes que j'ai esquissées très très rapidement, est-ce qu'on peut structurer autrement l'enseignement? Question sur laquelle, rassurez-vous, je ne répondrai pas. Alors, la forme scolaire. Je ne sais pas si ce concept est familier à la plupart d'entre vous, mais je me permets de le rappeler. C'est un concept qui vient des historiens de l'éducation et qui a été beaucoup repris par un certain nombre de sociologues. Et il faut bien mettre ça, à mon avis, là encore, dans notre esprit, car justement aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements ou d'appels pour essayer de voir si on ne peut pas la dépasser, la transformer, cette forme scolaire, et la logique des compétences fait partie de cette poussée vers une transformation de la forme scolaire. Donc on désigne par là le mode d'organisation de l'école en Occident qui s'est mis en place à partir du XVIe siècle, grosso modo, et qui est devenu obligatoire pour l'école obligatoire, souvent entre 6 et 12 ans, puis après des prolongations, à partir, grosso modo, du XIXe siècle. Ça dépend effectivement des États. La première idée, c'est, avant les jeunes, les générations successives, elles étaient élevées en proximité avec les générations précédentes. Soit les parents, soit le monde rural, soit des artisans, mais la prise en charge de la transmission de savoir, de compétences, de savoir-faire d'une génération à une autre se faisait à l'intérieur du monde des adultes. Et on a créé donc un espace spécifique. On a dit les enfants, hop, on les prend et on les met pendant tant d'heures par jour, tant de jours par semaine, tant de semaines par mois, etc. Et on les met dans un lieu particulier. Et ce lieu particulier, on range les élèves par âge. Vous voyez bien comment ça fonctionne. Ces groupes progressent. Pour les faire progresser,
on va découper les savoirs. Je vous renverrai très volontiers à la grande didactique de Comenius, où il y a un découpage des savoirs qui, bien sûr, correspond à son époque, mais dans lequel on retrouve très facilement la plupart de nos disciplines, la plupart de nos disciplines scolaires. Et donc, on fragmente le savoir, on l'organise, des progressions, on découpe le temps. La question du temps est une question fondamentale. Et puis, dans cette transmission, dans cette forme scolaire, il faut aussi noter l'importance de l'écrit. Alors, là encore, c'est assez fondamental parce que c'est un écrit qui passe par des manuels, des livres de texte. Et ces livres de texte, ils présentent un savoir qui est supposé stable. C'est-à-dire qu'à échéance des 10, 15, 20 ans, on ne va pas changer les manuels. Or, nous sommes aujourd'hui dans une situation tout à fait différente. Le savoir est devenu instable. Enfin, je ne vais pas vous développer ça. Je pense que vous pouvez associer rapidement chacune de ces propositions avec des idées de transformation aujourd'hui. Et puis donc, ça correspond, puisque ces savoirs sont stables, à une certaine manière de comprendre le savoir. Puisque le savoir est stable, d'abord, il correspond au réel, à la réalité, et d'une certaine manière, il dit la vérité. Et donc, on n'est pas du tout dans un rapport critique au savoir, on est au contraire dans un rapport d'assimilation, on est dans un rapport où on va adhérer, un rapport d'adhésion à ce savoir. Et sur un autre plan, il s'agit bien d'inscrire les nouvelles générations dans la continuité intergénérationnelle. Et une continuité qui est liée à la communauté politique d'appartenance. Et ça s'est accentué évidemment avec la formation des États-nations, grosso modo leur affirmation au XIXe siècle, notamment en Europe, avec l'idée que cette forme politique qui s'installait de différentes manières, c'est tout ça à grands traits, était quelque chose qui allait se reproduire dans le futur. Non seulement c'était quelque chose qui se construisait dans le présent avec un rapport au passé, mais en plus c'était la forme du futur. Donc on avait là encore une stabilité pensée, rêvée de nos communautés politiques et de nos formes et de sa forme. Et donc on a bien un mode spécifique de socialisation. Que s'agit-il pour l'élève ? Il s'agit de se soumettre à des règles personnelles et collectives. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure. On se soumet, ou j'y reviens tout de suite, on ne se soumet pas par esclavage, on ne se soumet pas par, parce qu'on subit ces savoirs. On se soumet parce que dans l'école, on exerce la raison, on exerce l'intelligence, et que donc, en exerçant librement son intelligence, on adhère au savoir, on les apprend, et puis après, on est invité à contribuer à leur augmentation, etc., etc. Et il ne faut pas oublier le double sens de discipline scolaire. Il y a la discipline scolaire et les disciplines scolaires. Alors, relisez le traité de pédagogie de Kant, c'est très intéressant. Le premier rôle de l'école, c'est de maîtriser, c'est de civiliser les corps. Si on a bien maîtrisé son corps, c'est-à-dire qu'on est capable de rester assis, comme nous tous, bien sage, bien tranquille, eh bien après, on peut exercer sa raison. Après, on peut exercer son intelligence. Donc je vois double sens de discipline. Et qu'est-ce que c'est discipliner son esprit ? C'est apprendre à réfléchir et à raisonner. Je n'insiste pas, je crois que ce sont des questions connues, mais tout de même, je pense que cette contextualisation par rapport à un mode de socialisation est extrêmement important. Alors je vais aller très vite et puis prendre des choses que certains d'entre vous m'ont peut-être déjà entendu dire, mais mon hypothèse, qu'on pourra discuter comme tout le reste, c'est que nos pays sont en recherche d'une nouvelle forme scolaire. Et une nouvelle forme scolaire parce que nous avons ou nous cherchons de nouvelles formes de socialisation. C'est-à-dire comment permettre aux générations suivantes de s'insérer dans la société. Que faut-il leur transmettre ? Je dirais simplement aussi que nous transmettons, chaque génération transmet une toute petite partie de ce qu'elle a accumulé comme compétences, savoir-faire, savoir, connaissances, etc.
Et l'école ne prend en charge qu'une toute petite partie de l'acquis des générations précédentes. Alors, je crois donc, à titre d'hypothèse, que toute cette question des compétences, avec tous les effets qu'on a esquissés rapidement ou que vous connaissez, toute cette question des compétences, elle est liée à un objectif ou une intention tout à fait fondamentale qu'exprime le terme d'employabilité, qui vient de l'anglais d'ailleurs. Et c'est quoi socialiser les élèves aujourd'hui? Eh bien, c'est leur permettre de maîtriser un certain nombre de savoirs, savoir-faire, attitudes qu'on va appeler compétences, pour pouvoir s'inscrire, pour pouvoir être présent sur le marché du travail. Et ce marché du travail, on ne le pense plus comme spécifique de tel ou tel pays, ou bien spécifique de telle ou telle région. Par exemple, en 1938, on a ajouté une année de plus au programme de l'école primaire en France. Et on a fait 3 programmes. Un programme pour la campagne, un programme pour la ville et un programme pour la côte, où on apprenait les métiers marins. C'est-à-dire que le marché du travail, qui était l'objectif de cette dernière formation, la préparation à l'univers professionnel, eh bien, elle s'inscrivait dans une idée selon laquelle ce marché était segmenté et différencié au niveau des territoires. Donc, il n'y avait pas beaucoup de mobilité ou de changement. Et donc, les mots qui sont sur la diapo le montrent bien. Qu'est-ce que c'est que l'employabilité aujourd'hui? Eh bien, c'est d'être justement mobile. Mobile dans son métier et mobile géographiquement. C'est-à-dire de pouvoir changer de résidence, parce que le marché du travail, il n'est plus pensé local, il n'est même plus pensé national, mais il est pensé comme ayant les mêmes caractéristiques à peu près partout, au moins dans les pays de l'OCDE, mais voire beaucoup plus largement. Les critères de la mobilité, ou les critères de l'emploi plus exactement, vont être les mêmes avec toutes les nuances culturelles qu'on peut mettre, mais au Japon, en Italie, en Espagne, aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'il faut être? Qu'est-ce que doit être l'individu? Toujours présent, toujours disponible, immédiatement, prêt à l'action, à la décision. Et qu'est-ce qui est légitime? C'est son efficacité. Et je reviendrai dans quelques instants sur la question de la culture. Alors, pour interpréter cette modification, la culture, c'est personnel, ou c'est lié à une communauté limitée d'appartenance. Ce n'est plus une finalité principale d'une école pensée comme ayant beaucoup de caractères communs dans ces pays de l'OCDE. Alors, je vous propose une interprétation qui, à mon avis, recouvre en grande partie, c'est une autre manière, de penser ce mouvement. Et c'est une autre manière qui est aussi, il y en a d'autres, je n'ai pas pris tout ce qu'on peut dire là-dessus. Alors, je vais dire 2 mots de cette idée de passage de la généralité au passage de la particularité. Je pense que vous avez lu ce développement. Pierre Rosanvallon, c'est un professeur au Collège de France qui a très longtemps travaillé comme expert auprès d'un syndicat qui s'appelle la Confédération française du travail, et dont l'origine d'ailleurs vient de la Confédération française chrétienne du travail, la CFTC, des travailleurs chrétiens, pardon. Et donc il a longtemps été expert et maintenant il est historien, je dirais historien sciences politiques 19e, 20e, et donc professeur au Collège de France. Et si, je vous ai laissé lire, mais cette idée donc, on est bien dans une forme de la généralité, et cette forme de la généralité, c'est aussi lié à la division du travail, du taylorisme, avec une forme particulière de division du travail. La particularité, c'est le fait que la société se fonde sur chacun. Alors, je vous le présente reformulé, à ma manière, avec les effets sur la question de l'éducation. Alors, ce n'est pas quelque chose qui brusquement se transforme. On est passé le 31 décembre à minuit d'un monde à un autre. Ce sont des mondes qui coexistent et la réalité, elle est plus souple, bien évidemment. Les transitions sont lentes, elles sont contradictoires, elles sont conflictuelles. Mais c'est bien l'idée selon laquelle, moi, ma génération, par exemple, elle a été éduquée dans l'idée qu'il y avait
une culture au sens le plus large du terme, pas seulement une culture élitiste, mais il y avait des modes de vie, des visions du monde, des manières de penser les relations avec les autres qui faisaient référence à cette généralité qui était antérieure. Elle a été construite avant, elle était supérieure parce qu'elle était plus importante que ma propre culture, et elle était extérieure. Et c'est parce que j'ai pu, ou ma génération a pu, assimiler cet héritage culturel, encore une fois au sens le plus large du terme, que j'ai pu développer mon autonomie. C'est comme ça que ça a été pensé. Et nous passons à un monde où la première affirmation, c'est celle d'un individu qui est d'abord la valeur suprême, qui est la référence. Et c'est en partant, en affirmant l'autonomie de l'individu et la capacité des individus à construire des accords libres dans leurs négociations, qu'on va pouvoir, en fait, chacun va pouvoir construire de la généralité, ou plutôt le collectif va construire de la généralité. Alors, je ne sais pas si je suis clair, mais c'est cette idée donc, en quelque sorte, d'un héritage que l'on s'approprie pour construire son autonomie, à l'affirmation première de l'autonomie et à la possibilité pour les individus de négocier des accords pour construire la société. Un vieux fantasme aussi, de vieux fantasmes plus anciens. Mais à partir de là, faut-il chercher, ou comment chercher, une nouvelle structure scolaire qui corresponde à ce nouveau mode de socialisation. Là, pour terminer ce premier point dont je vous avais dit que c'était le plus important, eh bien, on peut faire une lecture, ces deux premiers points d'ailleurs, puisque l'interprétation fait partie du mouvement, lecture critique. Alors, je rappelle 2-3 points que j'ai dit pour faire un peu le point pour terminer. Donc, si on a une vision négative des compétences, on va dire, c'est la soumission au marché. Je pense avoir largement argumenté sur ce point de vue. C'est également ce qu'on observe et dont j'ai peu parlé, c'est la réduction aux objectifs. Quand on regarde plus précisément de nombreux ouvrages qui veulent pratiquer les compétences, alors ça c'est l'effet de mes cheveux gris et de ma mise à la retraite, moi je retrouve tout le courant des années 70 sur la pédagogie par les objectifs. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des compétences, puis on fait des sous-compétences, puis on fait des sous-compétences, puis on arrive à des listes très très longues. Qu'est-ce que c'est que la compétence de lire ? Eh bien, la compétence de lire un texte historique. Eh bien, est-ce que c'est la même compétence de lire un texte historique du 19e siècle que celle du 20e siècle ? Parce que c'est pas la même langue. Est-ce que c'est la même compétence de lire un texte traduit d'un texte qui est dans sa langue maternelle ? Voilà. Et on peut multiplier à l'infini. Et donc, je retrouve, et j'ai d'autres exemples dans d'autres disciplines, toute la logique de la pédagogie par les objectifs. Et qu'est-ce qu'on oublie ? Qu'est-ce qu'on oublie dans les curriculums par compétences ? Eh bien, on oublie ce concept sur lequel j'ai insisté au démarrage, c'est le concept de situation. Car les compétences, elles n'ont de sens qu'en situation. Et si on poussait jusqu'au bout la logique des compétences, nous devrions avoir des curriculums avec des familles de situations. Et non pas un découpage de compétences avec des sous-compétences, voire même des objectifs. Donc ça, c'est un des points, à mon avis, absolument centraux. Est-il possible de construire des curriculums, notamment en sciences sociales, avec des familles de situations ? Je laisse la question entièrement ouverte. Mais par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une situation révolutionnaire ? Est-ce que ça correspond à une famille de situations que, pour l'analyser, il faudrait que l'élève maîtrise un certain nombre de savoirs, d'attitudes, de savoir-faire, etc. Mais on serait bien dans des familles de situations. Y a-t-il un modèle, c'est des vieux problèmes d'historiens, de la crise économique d'Ancien Régime ? Celle qui fait se succéder une crise climatique, avec une crise alimentaire, avec une crise sociale, une crise économique et une crise politique. Ce qui s'est passé en Europe en 1847, par exemple, avec les grandes famines irlandaises et ailleurs. Donc, est-il possible ? Y a-t-il en géographie des modèles urbains ? Et ça, c'est tout le débat dans nos disciplines entre ce qui est de l'ordre de l'ordre du singulier. Nos disciplines, toute situation historique est toujours nouvelle.
toute situation contemporaine est toujours nouvelle. La révolution égyptienne, faut-il l'appeler révolution ? Faut-il l'appeler coup d'État militaire ? N'est pas la même que ce qui s'est passé en Tunisie. Alors voilà, donc là on est affronté à des problèmes, là encore, de généralité, de conceptualisation, etc. Alors je passe à ma deuxième partie plus courte, rassurez-vous, sur les disciplines scolaires, et pour les interroger un petit peu différemment, plus avec le concept de situation qu'avec la question des compétences. Alors je rappelle des évidences que vous pouvez lire. La formule société présente et passée est évidemment très, très simple, mais là encore, il faudrait pouvoir la déplier plus longtemps. Et puis, c'est important, moi j'aime bien rappeler les évidences parce qu'on les oublie souvent. Or, ce sont souvent elles aussi qui structurent à la fois nos manières de penser et nos pratiques. Et notamment derrière cela, il y a toute la question des contenus qui ne sont pas indifférents. Tous nos contenus ont des enjeux sociaux et politiques. Pourquoi vais-je étudier telle ou telle situation historique ? Pourquoi vais-je étudier telle ou telle situation aujourd'hui ? Est-il important, par exemple, d'étudier les grandes métropoles du tiers-monde, ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde, ou des pays émergents ? Est-ce que c'est un passage obligatoire dans les curriculums ? C'est-à-dire, est-ce que les élèves doivent, entre guillemets, avoir rencontré au moins une fois dans leur vie, dans leur scolarité, l'étude de la situation d'une grande métropole d'Afrique, d'Amérique latine ou d'Asie ? Bon. Et est-ce qu'il y a donc des familles de situations, pour reprendre à nouveau ce terme ? Et on sait très bien que nos disciplines, une des questions majeures, c'est qu'elles sont à très fort contenu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de savoir propositionnel, je ne sais pas si ça a du sens comme expression, de savoir déclaratif. Il faut savoir que Barcelone est la capitale de la Catalogne, que la Catalogne est une communauté insérée dans l'État espagnol. Faut-il le savoir ? Mais nos disciplines fonctionnent nécessairement avec ce j'appelle, ou je reprends à d'autres auteurs, un concept qui ne me semble pas du tout négatif, c'est l'idée d'encyclopédie. C'est-à-dire mettre dans nos têtes et mettre dans la tête de nos élèves la connaissance d'une pluralité de situations. Alors évidemment, on ne va pas s'arrêter là, on est bien d'accord, hein, mais y a-t-il encore une fois des passages obligés, pas des passages obligés, et c'est lié à la fonction de nos disciplines, notamment aux fonctions politiques de nos disciplines. Et nos disciplines de sciences sociales, eh bien, dans l'école obligatoire, quand on regarde et qu'on compare un certain nombre de curriculum, on voit que très souvent, ce sont l'histoire quasiment partout, la géographie presque partout, et l'éducation à la citoyenneté, quelquefois comme préoccupation générale, et quelquefois comme discipline, c'est-à-dire avec un horaire, un programme, etc. Mais ce sont ces trois pôles qui vont former l'ensemble des sciences sociales dans la plupart des curriculums de l'école obligatoire. Alors ces disciplines, d'abord, elles disent des choses. Mais en plus, il y a des savoirs qui, en principe, échappent à ces disciplines. Elles ne couvrent pas la totalité du spectre social, même si l'histoire s'intéresse quasiment à tous les objets du passé, et même si la géographie s'intéresse aussi à quasiment toutes les activités du présent dans le rapport au territoire. Mais elles ont en principe des problématiques spécifiques. Et puis il y a d'autres savoirs qui ne sont pas à l'école, des savoirs scolaires, des savoirs non scolaires, des savoirs scientifiques, des savoirs non scientifiques, des pratiques. Enfin, c'est tout un ensemble beaucoup plus compliqué, là encore, qu'il faudrait développer. Alors, autre question, là je prends juste comme illustration de ces tensions qui sont dans nos disciplines avec la question des compétences, je prends la compétence 3 de l'univers social du premier cycle du secondaire au Québec. Que dit cette compétence ? Elle dit que l'élève construit sa conscience citoyenne à l'aide de l'histoire. Alors, pour les historiens, c'est très simple. Moi, avec mon mauvais esprit critique, je vais regarder un peu plus près. Et je me dis, il y a deux manières de penser le problème. Est-ce que je commence par l'histoire, et puis je vais me dire, quelle est la contribution de l'histoire
à la conscience citoyenne. Je reste dans la discipline histoire. Et comme de toute façon l'histoire a comme fonction à l'école depuis 1 siècle et demi de construire la conscience nationale, je vais associer conscience nationale, conscience citoyenne, et puis le tour est joué, j'ai rien besoin de changer. Je caricature à peine. Ou alors, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que la conscience citoyenne? Alors là, vous voyez le boulot, hein? Nous ne sommes pas sortis de cette salle. Qu'est-ce que c'est que la conscience citoyenne? Et la conscience citoyenne, il n'y a pas que de l'histoire. Alors, quelle est la place de l'histoire? Que je crois essentielle, hein, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais comment vais-je analyser et maîtriser et enseigner la place à la fois essentielle et spécifique de l'histoire? Et comment va-t-elle se combiner avec d'autres approches? Je ne peux pas réduire la conscience citoyenne à une conscience historique. Enfin, ça, c'est mon point de vue, on pourra en parler. Autre exemple, l'éducation au développement durable. L'éducation au développement durable, voilà un petit graphique que certains reconnaîtront sûrement le cœur qui vient du schéma de Madame Brundtland, hein, quand le fameux rapport de 87, et puis auquel on a ajouté, alors ça c'est des travaux notamment en Suisse mais ailleurs, un axe horizontal qui préfigure plutôt l'axe temporel et un axe vertical qui préfigure ou qui indique plutôt l'axe spatial. Et à cela, d'autres auteurs ont rajouté un environnement politique et un environnement éthique, puisque la question du développement durable, comme toutes les questions, eh bien, elles ne sont pas disciplinaires. Hein, ce que nous vivons dans la vie tous les jours ne sont pas des questions disciplinaires. Je ne sais pas du tout, lorsque je prends le plan de métro de Barcelone pour aller de l'église San Pablo à la maison Gaudi, si je regarde le plan de métro, est-ce que je fais de la géographie ou pas? Moi, de mon point de vue, non. Je vais faire de la géographie si je commence à analyser la structure de l'espace barcelonais, la disposition des réseaux, etc. etc. Hein. Mais parce que ça, c'est des choses que j'ai appris dans ma formation. Ça n'a rien de spontané. Hein. Donc, simplement pour dire que les décisions dans la vie courante, et vous voyez, ça rejoint, j'espère, dans vos esprits ou dans nos esprits, ce que j'ai dit précédemment des compétences sociales, proches de la vie, etc. C'est-à-dire que les décisions qui sont prises, alors j'ai pris l'exemple du développement durable, mais on pourra en prendre plein d'autres, elles ne sont pas scientifiques, elles ne sont pas techniques, elles sont politiques, au sens le plus fort du terme. C'est-à-dire qu'elles résultent d'accords, de désaccords, de négociations, de compromis, de rapports de force entre des individus et des groupes. Quel sera l'avenir du développement durable? Eh bien, aujourd'hui, les républicains, par exemple, aux États-Unis, sont en train de casser toutes les lois favorables à une certaine maîtrise des rejets de gaz carbonique. Alors, ça n'empêche pas d'autres acteurs d'agir. C'est pour ça que c'est compliqué, hein, et qu'il ne faut pas réduire non plus les États-Unis à l'action des républicains. Mais tout ça, simplement pour dire que les décisions que nous prenons, et ce futur qu'il s'agit d'inventer, hein, je terminerai là-dessus tout à l'heure, mais ce sont des enjeux tout à fait essentiels, et je crois que nous avons un très gros travail à faire pour réfléchir la contribution de nos disciplines à la formation des citoyens. Hein, parce que ça, nous héritons aussi d'évidences qui, pour une grande partie de la population et une grande partie de nos élèves, ne sont plus du tout des évidences. Alors, un des exemples... Alors, je vais passer plus vite pour terminer assez rapidement. Alors, à ce point de la réflexion, je voudrais différencier, ou je propose de différencier, ce qui relève de la situation, au sens de la situation qu'on étudie en classe, et ce qui relève de la manière dont la classe s'organise pour faire cette étude. Alors, je vais essayer d'être un peu plus précis. Dans nos disciplines, nous enseignons des situations sociales. Hein, la révolution de 1848 en Europe, la transition du fascisme à la République et à la démocratie en Espagne, l'agriculture américaine. Donc nous étudions des situations. Et nous étudions des situations que j'appelle sociales de référence. C'est-à-dire que c'est
celle-là que nous voulons étudier. Mais pour l'étudier, nous allons construire en classe une situation scolaire. C'est évident que... Alors j'anticipe un peu sur ce que je dirai dans 2 minutes sur les compétences, mais c'est évident que nous n'étudions pas l'agriculture américaine ou aux États-Unis. Nous étudions 4 textes, 3 images, une carte, 3 graphiques. Et puis c'est ça. À partir de la manipulation de ces indices, la manipulation de ces sources, que nous allons avec les élèves construire une vision globale de ce que va être l'agriculture américaine. Le spécialiste, il ne fait pas comme ça. Le spécialiste, il va plutôt se dire quelle est l'économie, puis il va manipuler ou manier quelle est l'économie de l'agriculture américaine, quelle est la dimension sociale de l'agriculture américaine. Il va manipuler des dizaines et des dizaines de sources. Donc il y a bien une différence entre la réalité étudiée, les références qu'on va utiliser, et puis la construction de la situation sociale. Quant à la question du dispositif, ce que j'entends par là, c'est la manière d'organiser le travail. Alors juste un exemple, parce qu'on l'a utilisé dans nos recherches, c'est la question du débat. Très à la mode, j'en conviens. Qu'est-ce que c'est que le débat en classe? Si je réfléchis à comment vais-je organiser un débat en classe, j'ai bien évidemment des références. Débat scientifique, débat médiatique, débat judiciaire, débat politique. Nous avons dans nos sociétés, dans nos pratiques, des formes de débat, des dispositifs, des manières de l'organiser, des intentions, des buts, des références qui ne sont pas les mêmes. C'est ça que j'appelle dispositif social de référence. Et puis il y a celui que je vais mettre à l'école, et c'est le dispositif social scolaire. Parce qu'à l'école, j'ai une contrainte formidable, c'est que je dois faire quelque chose qui puisse s'enseigner, quelque chose que les élèves, ou durant lesquels les élèves apprennent, et éventuellement quelque chose qu'on puisse évaluer. C'est quand même des contraintes qui sont sacrément fortes. Faire de l'enseignable, de l'évaluable et de l'apprenable. On ne fait pas n'importe quoi. Alors j'en arrive aux compétences. Alors, d'une certaine manière, si je reprends ce terme, et de façon justement volontairement très générale, et non pas en découpant avec des objectifs. Bien, pour moi, de mon point de vue, une compétence essentielle dans la dynamique de ce que je vous ai dit par rapport aux situations, eh bien, c'est de pouvoir analyser et donc déconstruire une situation sociale de référence. Et donc, je m'interroge, quels sont les outils, quelles sont les ressources que l'enseignant doit maîtriser ou devrait maîtriser pour ce faire. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est de construire la situation sociale scolaire. C'est-à-dire, quelle réduction vais-je opérer du réel et quelle reconstruction du réel? Quelle sélection de tel ou tel caractère, quel choix de documents et tout ça c'est compris, c'est connu. Mais c'est rarement pratiqué, me semble-t-il, au niveau de la formation, et c'est rarement mis en avant, cette question de la déconstruction d'une situation de référence sociale et la reconstruction, non pas de la même situation, mais de quelque chose qui va faire cet enseignable, etc., dont je parlais tout à l'heure. Mais la même chose pour le débat et le dispositif. Alors pour l'élève, compétence de l'élève, eh bien, c'est de pouvoir reconstruire, effectivement, à travers les tâches qui lui sont demandées, à travers le travail qui lui est demandé, de reconstruire la situation sociale de référence, la situation sociale d'enseignement, et de pouvoir imaginer la situation sociale de référence. C'est-à-dire que c'est à partir du traitement de ce que je vais faire aux élèves sur l'agriculture américaine qu'ils vont pouvoir s'imaginer qu'est-ce que c'est que l'agriculture américaine. Et donc ça passe par la construction et la maîtrise des ressources telles que l'enseignant a proposées ou qu'il a lui-même cherchées. Alors, in fine, pour les deux, c'est la production finale, écrite ou orale, qui témoigne de l'exercice de la compétence. Et donc, j'ouvre ici quelque chose dont j'ai très peu parlé, mais d'une certaine manière, tout ça, c'est piloté, ou ça devrait être piloté, par la production finale. Qu'est-ce que les élèves, et d'abord qu'est-ce que l'enseignant, va produire sur la situation sociale qu'il étudie. Alors, déconstruire, et ce sera mon avant-dernier point avant la conclusion définitive, déconstruire une situation, il faut des outils. Alors j'en propose 3, rapidement. Alors ça fait partie aussi des choses que j'enseigne, que j'essaye de mettre dans la tête de mes étudiants
que Neusch a vu en place. Alors, la première chose, c'est que nous utilisons constamment, et je vous renvoie aux rubriques des médias et de la presse écrite notamment, nous utilisons des catégories avec lesquelles on divise, on classe, on range les événements. Alors, je vous en livre quelques-unes là. Elles valent ce qu'elles valent. Ce n'est pas exactement des modes de catégorisation scientifique, mais ça renvoie quand même à des disciplines qui ont un caractère scientifique. Est-ce que le droit est scientifique? Je laisse le débat ouvert. Mais donc, comment vais-je classer? Si je n'ai pas ces catégories-là, si je n'ai pas les concepts qui les accompagnent, eh bien le monde, c'est un immense bazar et j'y comprends rien. Donc pour pouvoir comprendre, on est bien dans cette dynamique de pouvoir un peu mettre de l'ordre dans le monde. Deuxième référence, et celle-là je ne l'emprunte pas du tout aux sciences sociales, mais à une pratique sociale qui est le journalisme. Et certains d'entre vous connaissent peut-être les 5 W qui sont enseignés dans toutes les écoles de journalisme, hein, et de se dire, si je raconte un événement, voilà, je me pose ces 5 questions-là. Puis éventuellement la dernière, comment les choses se sont passées. Et puis le dernier, dans le même mouvement, excusez-moi, j'en ai 4, donc j'aurais dû mettre un troisième à Esquema Narrativo. Donc c'est l'utilisation du schéma narratif. Je ne développe pas, mais toutes nos disciplines de sciences sociales ont une dimension narrative fondamentale. Elles parlent de l'expérience humaine, et l'expérience humaine se dit à travers la narration. Mais un certain nombre de spécialistes de l'Égypte disent, mais attention, depuis déjà 7, 8, 10 ans, il y a des révoltes en Égypte. Il y a des mouvements sociaux durement réprimés. C'est-à-dire que ce n'est pas brusquement qu'un jour de janvier, il y a des petits jeunes qui sont descendus dans la rue en se disant « Tiens, on est sur Facebook, aujourd'hui on va descendre ». Non, il y a une ambiance, un climat, il y a un temps plus long. Hein, toujours ce problème du temps. Et là aussi, c'est très important d'avoir comme réflexe cette idée d'aller regarder cette dimension temporelle. Et c'est ce que j'ai mis dans le point 3, qui devrait être le point 4. Hein, mais c'est bien ces concepts, ces problématiques spécifiques de nos disciplines. Hein, ces écritures, comment écrivons-nous, comment on écrit en histoire, en géographie ou dans d'autres sciences sociales. Alors, pour conclure, quelques ouvertures ou quelques questions. La première, c'est qu'il y a un défi permanent qui est la connaissance du monde actuel. Et si je dis permanent, c'est parce qu'il se pose dans beaucoup de systèmes éducatifs depuis plus d'un siècle. Lorsqu'on étudie de l'histoire, on a en principe le recul, même s'il y a une pluralité chez les historiens, une pluralité des manières de construire le passé. Quand on est dans le présent, on est plongé directement, hein, je ne sais pas si cette expression est traduisible en catalan, mais on est le nez sur le guidon. Vous savez, c'est comme Contador, hein, quand il pédale, il a le nez sur le guidon. Bon, autre chose peut-être. Mais, donc la question, c'est de prendre du recul. Et encore une fois, quand on est dans le présent, on est dans l'actualité. Ce que je vous racontais de l'histoire de l'Égypte et du web 2.0, c'est exactement ça. C'est-à-dire comment parler du temps présent alors que nous n'avons pas forcément d'études systématiques, nous avons des références qui sont totalement instables avec cette pluralité de savoir. Et pourtant, nous affirmons constamment que nos disciplines sont là, sont enseignées pour permettre aux élèves de comprendre le monde présent. Alors, là encore, je trouve que ce serait intéressant de reprendre ces évidences. Et j'interroge là plus spécifiquement l'histoire. Par exemple, tout le rapport entre le présent et le passé. Et toute la question des origines. Vous savez, il y a une pratique, là encore, c'est pas très scientifique, mais quand la guerre d'Irak a éclaté, la deuxième, en 2000 et des poussières, qu'est-ce qu'ont fait les enseignants dans les classes? Ah ben ils ont dit, nous allons traiter de l'actualité. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, l'Empire turc, etc., après la Première Guerre mondiale, pardon, l'Empire turc a été décomposé et tout. Et on va faire l'histoire de l'Irak. Mais qu'est-ce que c'est le rapport entre le découpage par les Anglais, les Français et les Alliés du Moyen-Orient et de l'Empire turc et ce qui se passe aujourd'hui en Irak? Je laisse la question entièrement ouverte. Mais c'est bien aussi, et l'origine, est-ce qu'il faut commencer après la Première Guerre mondiale ou est-ce qu'il faut revenir à Sumer et aux Assyriens?
et au croissant fertile. Là encore, je laisse ouvert. Alors, il faut que je termine. Donc, autre question, où sont les acteurs, hein, où sont les acteurs, où sont les défis, où sont les enjeux? C'est difficile, ça, parce que l'école a aussi comme fonction d'unifier la classe, d'unifier la société. Et comment mettre à l'école des objets qui vont diviser la classe, qui vont provoquer des conflits? Là aussi, vous avez sûrement beaucoup d'expérience sur le sujet et sur ce thème. Alors, je vais terminer complètement. Voilà. Les compétences et nos disciplines. J'ai bien insisté d'un point de vue positif. Que nous rappellent les compétences? Elles nous rappellent que la construction du savoir, la pratique, l'action cognitive, eh bien, elle implique la mobilisation de ressources par le sujet. Et elle implique la mobilisation de ces ressources en situation. Donc là, l'arrivée des compétences aujourd'hui, on peut la regarder d'un point de vue très positif. Mais d'un autre côté, et j'espère vous avoir montré suffisamment le côté très instrumental de la manière dont on les pense, eh bien, elle laisse de côté le sens des savoirs. Alors, je vais m'emparer d'une référence qui va me permettre... vous savez, les références, ça vient, ça fait autorité. Hein. Jérôme Brunner, tout le monde connaît, et il indique dans ses travaux, pour lui, qu'il y a deux modes d'appréhension du réel, deux manières d'entrer en relation avec la réalité. Un mode logico-scientifique et un mode narratif. Et le mode narratif, c'est celui qui donne du sens pour le sujet et par le sujet. C'est-à-dire qu'il donne du sens pour lui, et en même temps, il construit du sens en utilisant le mode narratif de l'expérience humaine. Dernière diapo, rassurez-vous. Alors, que se passe-t-il au niveau de la construction des compétences? Avec les compétences logico-scientifiques, ou quand on les pense comme ça, la langue étrangère, les mathématiques, les sciences de la nature, et regardez, c'est les seuls domaines qui sont pris en charge par les évaluations internationales, sauf l'éducation à la citoyenneté par, ça y est, j'ai un trou de mémoire, par l'International Assessment Education, hein, l'IAE, pardon. Mais pour le reste, on est bien dans des savoirs instrumentaux et dans une idée très pragmatique. C'est-à-dire qu'il faut, la seule légitimité d'un savoir, d'une connaissance, c'est qu'elle soit utile. Utile dans la vie personnelle, utile dans la vie collective. Et ce qu'on laisse de côté, c'est bien la dimension narrative. Et la dimension narrative, on la laisse, dans ces travaux, aux appartenances locales. On la laisse aux appartenances communautaires, on la laisse aux appartenances nationales. Tout ça se définit différemment selon les situations politiques, voire selon les classes sociales. Alors, si je termine par une autre question encore, de quelle manière voulons-nous construire un avenir avec plutôt sur un monde segmenté, c'est-à-dire qu'il est uni par des savoirs logico-mathématiques ou logico-scientifiques, et il est diversifié par des manières d'appréhender la vie commune, la culture, au sens, encore une fois, général de ça. Alors, la première ligne, Enseñar el pasado, c'est une exigence de Brunner. Je me permets de mettre les passés, les futurs et les possibles au pluriel. Hein, parce que je pense là aussi que c'est important. Parce qu'il y a non seulement différentes manières de voir le passé, mais il y a aussi cette question de la durée que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, pour conclure, si on insiste ou si on résiste à la logique scientifique d'une certaine manière de comprendre les compétences et qu'on veut réinsérer ou réinsister sur la dimension narrative à la fois de la conscience humaine et de la construction de compétences, je pense que nous avons, dans notre domaine de discipline, un rôle essentiel à jouer. Voilà, merci.